Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous. L'actualité de ce jeudi est marquée par le regain de l'épidémie dans un climat de polémiques violentes. Nous verrons le signal qui témoigne de l'aggravation. Les premières opérations déprogrammées pourraient avoir lieu dans les prochains jours pour laisser la place au traitement du Covid. Nous verrons la division qui éclate dans tout le pays. C'est l'opposition si spectaculaire entre Marseille et la politique nationale. À ce sujet, on vous entendra, professeur Philippe Parola. Vous êtes la voix de l'IHU Méditerranée aux côtés de Didier Raoult. Nous parlerons de la crise à l'échelon national avec l'infectiologue Karine Lacombe et avec l'invité de ce 20h, Martin Hirsch, le directeur des hôpitaux de Paris. Et puis on posera la question, l'opinion française est-elle en train de craquer psychologiquement, nerveusement? Le comédien Nicolas Bedos s'appelle à une forme de rébellion. Olivier Véran lui-même lui a répondu. Partout des fractures apparaissent selon les générations et selon les opinions. Une phrase résume cet état de tension de l'opinion. C'est la maire de Marseille, Michèle Rubirola. C'était ce matin même sur notre antenne, je cite « Je suis très en colère, on n'est pas des fadas ». La formule donne le ton, en quelque sorte, de cette journée. Écoutez. Je suis très en colère et je vais vous expliquer pourquoi. À Marseille, je vais vous le dire sincèrement, on n'est pas des fadas, comme on dit. À Marseille, depuis longtemps, on a été en avance sur ce qu'il fallait faire. On a mis en place des mesures sanitaires préventives. C'est à Marseille où on recherche la présence du virus dans les eaux usées. C'est la seule ville où ça se fait. Et c'est prédictif de ce qui va se passer dans 6 jours. Et là, la présence du virus diminue. Et à Marseille, on sait interpréter les chiffres. La courbe de taux de test monte toujours avec un ralentissement. On fait moins de tests. Et les incidences baissent. Donc, si le nombre de tests diminue et que l'incidence se baisse, c'est bien que le taux de positivité diminue aussi. Professeur Parola, bonsoir. Bonsoir. On ne parle pas d'une petite ville, Marseille, une des plus grandes villes de France et d'Europe. La France divisée à ce point, il y a un côté qui fait mauvais genre, non ? Écoutez, je ne sais pas si la France est divisée, je ne crois pas. Nous avons été surpris hier soir des décisions du ministre, puisque les chiffres sur lesquels apparemment ces décisions ont été prises, nous les avons. Je vous rappelle qu'à Marseille, l'IHU Méditerranée Infection a pris en charge, a testé depuis le début. Nous suivons l'épidémie et nous avons soigné plus de 6000 patients. Donc nous suivons les choses. Vous êtes le médecin. Quand vous entendez la politique, est-ce que vous pourriez reprendre ces mots ? Colère, on n'est pas des fadas, vous le diriez ? Et les politiques sont en général les représentants de la population et vous avez bien vu que ce virus, il n'est pas de droite, il n'est pas de gauche. Les représentants du peuple à Marseille et de la région étaient plus ou moins unanimes parce que eux aussi, comme la RS-PACA, région sud, a les chiffres. Il n'y a pas d'unanimité, cela dit, dans cette même édition. Hier, le professeur Jouve de l'hôpital La Timone, chez vous à Marseille, disait « Oui, il y a une tension qui monte aux réanimations, même si c'est pour sauver une vie, même si c'est pour sauver quelques vies, est-ce qu'il ne vaut pas la peine d'adopter ces mesures plutôt que de dire « mais non, ça va ». Non, je ne crois pas. Et avec Jean-Luc Jouve, nous avons les chiffres et contrairement à ce que vous pensez, nous avons la même réflexion, mais avec deux visions. Lui, sa priorité, c'est que l'hôpital, l'AP-HM à Marseille, 2700 lits, continue à fonctionner, continue à soigner les gens, qu'on continue à opérer les enfants et à sauver des vies. Donc bien sûr, il peut y avoir une inquiétude de la communauté si le virus augmente, et si. C'est pas seulement si, pardon. Lui, il dit déjà maintenant, et c'est dans le cas dans beaucoup d'endroits de France, déjà maintenant. Alors maintenant, j'en reviens à ma spécialité et aux chiffres que j'ai moi et que je suis. Non, les indicateurs actuels à Marseille et à l'AP-HM notamment sont plutôt rassurants et sont tous à la baisse. C'est-à-dire, mais c'est important, le nombre de cas, le nombre de tests positifs diminue. Nous les suivons depuis la saison hivernale et nous sommes là dans la saison 2 de cette épidémie. Nous avons vu le virus circuler, augmenter, nous avons vu des cas moins sévères. Donc les indicateurs sont à la baisse. Professeur, votre point de vue, on reprendra des chiffres dans un instant. Entendons l'autre point de vue, celui du ministre de la Santé, Olivier Véran. Il répondait en quelque sorte à la maire de Marseille. Je me suis rendu à Marseille le 27 août et j'ai passé, je crois, plus de 2 heures en préfecture. J'ai également rencontré la maire de Marseille en préfecture de Marseille pendant plus d'une demi-heure. Je leur ai dit que si nous ne prenions pas rapidement des mesures de gestion pour enrayer la circulation du virus, il était à craindre que nous soyons obligés de prendre des mesures plus fortes plus tard. J'ai discuté également à la suite de cela avec les élus marseillais qui considéraient que consulter n'était pas concerter. Sans doute. Mais concerter ne veut pas dire forcément tomber d'accord. Professeur, on entend le ministre
franchement, pourquoi diable le gouvernement voudrait-il punir Marseille? Quelles seraient leurs intentions? Si on entend la maire de Marseille, pourquoi diable le gouvernement voudrait à Marseille? Ça n'a pas de sens. Non, mais je ne me mêle pas des discussions des politiques. Je ne crois pas, et je sais que le ministre de la Santé n'est pas venu à l'IHU Méditerranée Infection, qui est quand même le centre qui a le plus testé, le plus soigné, qui a le plus grand nombre de données sur le virus. Le ministre, il y a quelques jours, nous disait le virus n'a pas muté. Enfin, c'est publié, nous le savons, nous avons plusieurs centaines. Donc je pense qu'il aurait été bien de venir s'intéresser à ce qui se passe auprès des soignants, auprès de ceux qui testent le virus, qui diagnostiquent, voir comment ça marche. Ça n'a pas été le cas. Après, encore une fois, je ne fais pas de politique. J'essaye de ne pas faire de polémique. Je peux vous parler des chiffres, de la maladie. Ça, oui. Alors, vous ne dites pas de polémique, vous êtes quand même en train de dire que les décisions du gouvernement concernant les plus grandes régions de France ne vous paraissent pas logiques, c'est votre point de vue, c'est bien ça? Pourquoi donc? Non, ce que je viens de vous dire, c'est que le ministre n'est pas venu à l'IHU Méditerranée Infection voir ce qui s'y passait. Mais les mesures, est-ce qu'elles sont justes? Est-ce qu'elles sont bonnes? Alors, les mesures, il y a deux façons. Je vais vous répondre non pour faire simple, parce qu'il faut dire oui ou non. Il y a deux arguments. Le premier, c'est que ce type de mesure, fermer les restaurants, fermer les bars, je ne suis pas sûr, personne ne peut le montrer, que ça changera quoi que ce soit dans l'histoire naturelle de ce virus et de sa transmission, sa saisonnalité et ses allers-retours. D'autres spécialistes le contestent absolument. C'était Madame Crémieux qui dit dans les bars, la transmission est 3 fois ou 4 fois plus considérable. Là aussi, vous l'avez entendu, c'est aujourd'hui même. Vous savez, je regarde assez peu la télé. Je regarde les chiffres et je m'occupe des malades. Et là, c'est votre consoeur. Oui, mais ce qu'on constate, nous, c'est qu'actuellement, le virus est réapparu, a évolué. On a plutôt des clusters familiaux, les personnes âgées également qui sont hospitalisées. Voilà ce qu'on constate. Est-ce qu'il y a plus de chances de se contaminer dans un bar plutôt que d'aller finir la soirée à 10-12 dans la même pièce? Je n'ai pas d'argument pour dire oui ou non. Donc ça, c'était la première raison pour laquelle j'étais étonné de ces mesures. Et la deuxième, ce sont les indicateurs. Derrière, on va parler des chiffres dans un instant, mais derrière tout ça, est-ce qu'il n'y a pas un point de vue général sur l'épidémie qui est, au fond, voilà, ça touche des personnes âgées. On en parlait tout à l'heure, vous me le disiez, des personnes âgées, beaucoup d'entre elles devraient mourir de toute façon dans les mois. Certaines parties des médecins pensent ça. Est-ce que c'est votre point de vue? Il y a deux choses. Le virus, actuellement, circule dans toute la population. Qui sont les plus fragiles? Ce sont les personnes âgées. Qui sont hospitalisées dans mon service? Ce sont les personnes âgées. La moyenne d'âge des patients hospitalisés et donc sévères à l'IHU Méditerranée Infection, c'est 71 ans. La moyenne d'âge des patients qui malheureusement meurent, c'est 80 ans. Alors, j'emploie assez mal parce que j'ai beaucoup d'empathie pour les familles qui perdent les leurs, 80 ans, mais c'est vrai que c'est dans l'ordre des choses de mourir à 80 ans d'une infection respiratoire. C'était le cas avant. Ça se discute, pardon un peu, là, quand on voit la moyenne d'âge actuelle, beaucoup de gens vivent beaucoup plus longtemps. On peut se battre pour les faire vivre. Bien sûr, mais c'est ce qu'on fait au quotidien. Moi, je vous dis simplement quels sont les chiffres. L'âge, actuellement, on meurt à 80 ans. Et encore une fois, il faut ramener au nombre de morts. On parle de quoi? Saison 2, actuellement, vous vouliez des chiffres, il y a moins de 40 morts pour une ville de moins d'1 million d'habitants, 40 morts à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. Voilà, ça c'est les chiffres. Professeur, parlons des chiffres précisément, c'est votre mot, avec Samira El Gadir. Vous savez, c'est la rubrique des vérificateurs pour LCI et pour TF1. Ah ben voilà, vous regardez la télévision, plus que vous ne le dites, j'en suis sûr. Ça fait rire Samira El Gadir, ça fait toujours plaisir. Samira El Gadir, vous avez en toute objectivité, regardez les chiffres, ceux qui vont à charge ou à décharge du point de vue, entre guillemets marseillais, ou du point de vue, entre guillemets, national. D'abord, est-ce qu'il y a une proportion de nouveaux cas spécifiques à Marseille? Alors, les nouveaux cas, quand on parle des proportions des nouveaux cas, on parle du taux d'incidence, c'est le nombre de nouveaux cas pour 100 000 habitants, c'est l'indicateur que vous connaissez par cœur. Les chiffres, ils ne sont pas publiés à l'échelle de la ville, mais à l'échelle du département. Alors, si on prend Paris, donc le département, on voit que 216 nouveaux cas ont été détectés pour 100 000 habitants. Pour les Bouches-du-Rhône, 208 pour 100 000 habitants. Donc, effectivement, les Bouches-du-Rhône s'en sortent mieux que d'après le dernier bilan de Santé publique France. Alors, ça, c'est pour le match. Mais si on prend un petit peu de hauteur, on observe quand même que les deux départements se situent bien au-dessus de la moyenne nationale, qui est de 99. Vous le voyez, 99 cas pour 100 000 habitants. Donc, Paris, Bouches-du-Rhône, c'est le double. Ensuite, on parlait des personnes âgées en particulier. Est-ce que là, il y a un cas, entre guillemets, marseillais? En tout cas, c'est là que ça se complique pour le département des Bouches-du-Rhône. Et plus on avance dans l'âge, pire c'est. Pour les 60-69 ans, Paris s'en sort mieux, vous le voyez. 132 nouveaux cas contre 157. Et pour les 90 ans et plus, l'écart se creuse. Le taux d'incidence, vous le voyez, pour Paris est de 78 contre, pour les Bouches-du-Rhône, 219 pour 100 000 habitants. Professeur? Non, mais après, je ne conteste pas ces chiffres. Moi, je vous parle des
malades, ceux qui sont hospitalisés, ceux qui sont fragiles, ceux qu'on doit sauver. Et donc, ce sont les chiffres que je vous donnais. Et parmi les tests, puisque vous avez dû regarder ça... Pardon, la réanimation, c'est quand même ceux qui sont dans la situation la plus grave. C'est là où c'est très révélateur et très dangereux. Bien sûr, non, mais on est d'accord. La moyenne d'âge actuellement des patients qui sont décédés en réanimation, c'est 70 ans. Donc les réanimateurs font un travail extraordinaire et prennent de plus en plus de patients âgés, bien entendu. Mais vos chiffres, je suis tout à fait d'accord. Les patients qui sont fragiles actuellement pour ce virus, qui de façon très globale, la saison 2 de cette maladie est beaucoup moins sévère, ce sont les patients âgés. On est d'accord. Alors après, il faut ramener ça proportionnellement à une grande ville comme Marseille, ça fait assez peu de cas. Alors précisément, ces chiffres, là encore, est-ce qu'il y a un cas marseillais en réanimation ? Oui, alors pour la réanimation, c'est l'un des indicateurs utilisés par Olivier Véran. C'est pour ça qu'on prend ces indicateurs. D'après les hôpitaux publics de Paris, donc là on reste sur la capitale, 125 lits sont occupés sur 500 disponibles. Ça fait un taux à 25%. Pour les Bouches-du-Rhône, le taux est de 33% d'après l'agence régionale de santé que j'avais tout à l'heure au téléphone. Ce chiffre, il comprend aussi les hôpitaux privés. Ça, vous connaissez aussi ce problème par cœur parce que ça représente la majorité des établissements à Marseille, donc il faut quand même le préciser. Ce qu'on comprend aussi avec ces chiffres, regardez, c'est qu'il y a moins de lits de réanimation dans les Bouches-du-Rhône qu'à Paris. Quand même, 33%, on peut dire ce qu'on veut, hein, c'est une proportion considérable. Peut-être, espérons que ce ne sera pas pire, mais quand on remonte à février, mars, c'est pas peu, 33%. Non, mais ça n'a rien à voir. Après, encore une fois, il faut regarder les chiffres. Si vous comparez mars-avril, février, mars-avril à maintenant, vous prenez le même nombre de cas diagnostiqués, d'accord ? Plusieurs milliers. Vous regardez combien il y a de patients en réanimation, vous regardez combien de patients hospitalisés, vous regardez combien il y a de décès. Cela n'a rien à voir. Vous parliez de la capacité en réanimation dans les hôpitaux marseillais, mes collègues pourront en parler, mais enfin ce sont des chiffres que nous partageons tous. Il y a une quarantaine de lits dédiés, armés pour le Covid. Dans les hôpitaux marseillais, il reste 5 places, il restait 5 places ce matin, et puis après il y a tout le reste. La vie continue. Il y avait des lits de libre hier soir en réanimation, il y avait une quinzaine de lits de libre dans mon service. Donc encore une fois, je ne dis pas qu'il n'y a rien, il y a une maladie infectieuse respiratoire dont il faut, et des patients qui ont 90, 95 ans sortent guéris de mon service. Et parfois on a des problèmes de solution d'aval. Dernier point, c'est un chiffre. Vous avez une centaine de lits ou un peu plus de 200 lits qui sont dédiés au Covid dans les hôpitaux marseillais, mais 25 ou 30, ils sont dédiés aux patients guéris, tout simplement parce qu'on ne peut pas les rentrer chez eux pour des questions d'entourage. Ils ont besoin d'un petit peu d'aide, ils sont plus contagieux, mais ils sont dans les chiffres, cela. Philippe Parola, on voit bien que ce n'est pas une question de chiffres, il y a une espèce de fossé culturel qui est très frappant. N'importe qui est sur les réseaux voit à quel point ça s'écharpe entre les Parisiens. Vous êtes Marseillais. Non, mais je ne crois pas. Alors, si vous ne regardez pas la télévision, allez en tout cas sur les réseaux. Vous allez voir, je ne suis pas sur les réseaux, très sincèrement. Ouais. Et je ne crois pas que ça s'écharpe. Croyez-moi, il y avait la même polémique sur le traitement plaquenil, azithromycine, là où il était plus prescrit, c'était en Ile-de-France. On veut opposer Marseille et Paris. Il y a une accusation qui revient sans arrêt, vraie ou fausse, je vous la soumets. Vous êtes-vous Marseillais pur sucre ? Né à Marseille, voilà. Cette accusation sur laquelle... Je suis Marseillais typique, mes parents sont corse et d'origine corse et italienne. Donc, cette accusation sur laquelle les Marseillais auraient été moins disciplinés que les autres. Et vous savez, une des images qu'on fait le plus tourner, c'est les supporters sans masque. Il n'y a pas qu'à Marseille, on est bien d'accord, mais enfin quand même, ces images qui ont beaucoup frappé, où on se dit, voilà, on est en train de payer une forme d'inconscience qu'il y aurait eu cet été. Est-ce que les Marseillais sont moins disciplinés d'après vous ? Non, je ne crois pas. Écoutez, non seulement je ne crois pas, et puis là, ce sont des raccourcis qui, à la fin, peut-être après, construisent une opinion. Mais l'action sur les comportements humains, si vous croyez que vous allez empêcher les jeunes de se rassembler l'été ou de se rassembler tout court, les gens de se socialiser et le virus de circuler par des mesures quelle qu'elle soit, ça n'a jamais été montré. L'histoire naturelle de ce virus, d'autres l'ont dit, vous savez, on ne sait même pas ses allers-retours du nord au sud et inversement, sa saisonnalité, l'action que l'on peut avoir. Il y en a une qui est importante, protéger les soignants et empêcher que des malades diagnostiqués et testés positifs, pour peu qu'on soit en capacité de le faire, transmettent. Après, ça veut dire quoi ? Les amendes, il faut les mettre les amendes ou pas ? Non mais ça c'est du politique. Écoutez, moi je peux vous dire comment on soigne les gens, je peux vous... Non mais au bout d'un moment, je suis un citoyen. Non mais je suis un citoyen comme un autre. Je vous donne un exemple. Marcher tout seul dans la rue avec un masque, ça sert à quelque chose ? Non, et pourtant je le fais, je suis un citoyen. Mais à la fin, vous savez bien que vous allez marcher tout seul dans une rue, qu'est-ce que vous craignez pour vous, l'entourage, pour la ville ? Donc la cohérence de ça, il ne faut pas s'en mêler. Le politique prend sa décision. Moi, je peux commenter des aspects sanitaires. Le politique, lui, a des éléments autres que la santé.
et que je respecte, c'est pas facile. Un chiffre qui n'est pas sorti hier, mais ça, je suis sûr que vous l'avez vu, il y a une seule région à Marseille où le fameux R0, vous savez, le potentiel, il y a une seule région de France pour laquelle le R est inférieur à 1. Vous savez où c'est? Vous n'avez pas? Vous avez vu ce chiffre? Non, c'est à Marseille, c'est dans le sud. Incroyable. Bizarrement, il a été oublié, mais ce sont des chiffres, c'est Santé publique France. C'est pas l'IHU, c'est pas Parola, et c'est pas Didier Raoult. Regardez ça. Je vous repose la question morale pour finir. Même si on peut partir du point de vue que peut-être on en fait trop, quand même, si on peut sauver quelques vies, si on peut éviter, parfois les séquelles sont très graves. Hein. On le voit. Non, mais là, on est d'accord. Il ne faut pas tourner la phrase comme ça, parce qu'on est tous d'accord avec ça. Pas tout à fait quand même, puisque vous dites les mesures prises. Je ne les comprends pas. Or, mieux vaut des mesures un peu excessives peut-être que trop faibles, non? Je vous pose la question. Vous me posez la question, est-ce qu'il faut faire du principe de précaution ou pas? Encore une fois, ça, est-ce qu'il le faut alors? Ça, c'est le politique, mais c'est pas à moi de le dire. Je vous ai donné l'exemple de marcher tout seul dans la rue avec un masque. Protéger les soignants comme on aurait dû le faire au mois de mars, au mois d'avril. Nous, il nous restait 3 jours de masque. Ça, c'était un enjeu, j'aurais pu vous répondre. Ce qui est important, c'est de donner, et croyez-moi, si vous parlez de sauver les vies, mais il y a un élément, une erreur à ne pas commettre. Vous vous souvenez, au mois de mars et avril, on entendait le message de santé publique qui disait « restez chez vous jusqu'à avoir des difficultés respiratoires ». On sait que c'était une erreur. L'hypoxémie heureuse, mes collègues réanimateurs vous en parleront. Heureusement, on ne l'entend plus. L'élément clé, si vous voulez sauver des vies, c'est donner accès aux docteurs, aux soins, à l'oxygène, la prévention et les traitements, bien entendu. Professeur, merci. Rendons-nous à Marseille. On va entendre tous les points de vue au cours de cette émission. Tout à l'heure, Martin Hirsch, le directeur des hôpitaux de Paris. Plus tard, on parlera de cet état de crise de nerfs où peut-être une partie de l'opinion française tombe. Mais d'abord donc à Marseille, là où visiblement il y a un abcès de fixation avec Camilla Campuzano, avec Morgan Pope. Camilla, quand on entend tout ce qui s'est dit, quand on voit la une de la Provence avec ce titre, sans doute avec sa part de provocation, on en parlera avec François-Olivier Gisbert dans un instant, la punition, est-ce que c'est effectivement ce que ressentent une partie des Marseillais ? Eh bien oui, en tout cas, c'est ce que ressentent les Marseillais que nous avons pu rencontrer depuis que ces annonces d'Olivier Véran sont tombées. Il se trouve qu'ils estiment que c'est inadmissible, que c'est une injustice et même une stigmatisation de leur ville. Pourquoi eux? Pourquoi pas les autres, nous disent-ils? Et puis, en plus de cette injustice qu'ils ressentent et cette colère, eh bien, ils estiment que ce serait inefficace, que cela déplacerait tout simplement le problème, puisque fermer les terrasses, les restaurants et les cafés inciterait les gens à se rassembler finalement chez eux, donc en milieu souvent fermé. Et donc, finalement, eh bien, les contaminations ne seraient pas nécessairement moins importantes puisque les plus inconscients d'entre eux continueraient à se voir sans respecter nécessairement les gestes barrières. Et puis, on nous dit ici que c'est aussi priver les Marseillais d'un peu la culture locale, le petit café en terrasse du matin auquel tiennent notamment les plus âgés. Et puis, pour ne pas les contredire, eh bien, les autorités vont dans le même sens. Les élus locaux expliquent eh bien, qu'ils ne donneront pas la consigne à la police municipale de verbaliser en fonction des nouvelles consignes données par le ministre de la Santé. Ah oui, on en est là. Il y a des mesures qui donc ne seront pas appliquées, c'est bien ça ? Eh bien, en fait, ce serait la police nationale qui devrait verbaliser. Il nous dit ici à Marseille, il y a 400 agents. Impossible d'avoir les bras suffisants pour appliquer les mesures qu'exige l'État. Professeur, un mot là-dessus, quand même, on en parlait. Là, on est au stade, on peut appeler ça comme on veut, une forme de désobéissance. Est-ce que ça vous choque ? Écoutez, moi, rien me choque. Ça, on a compris. Non, mais c'est vrai que pas facilement choquable. J'aime l'état de droit, j'aime le courage. Prises, non, mais à la fin, l'état de droit, vous savez, il se décline sur le plan national, il se décline sur le plan régional. Le mécano de l'application de la loi, vous le connaissez peut-être mieux que moi. En tout cas, moi, je suis très heureux de voir les politiques qui prennent leurs responsabilités en faisant une chose, en faisant remonter la réalité. Et croyez-moi, elle est difficile à faire passer, tant dans la gravité ou au contraire, la diminution de la gravité actuellement de l'épidémie. Avec nous, Camilla, si vous êtes toujours avec nous, Camilla, vous m'entendez toujours ? Alors, plus de Camilla. Donc, professeur, je vous pose la question. C'est ce que Didier Raoult, qui est votre collègue, vient de déclarer. On a sous les yeux la fin d'un monde scientifique, d'un modèle scientifique. Qu'est-ce que ça signifie exactement ? On sent qu'il y a une forme de rupture aujourd'hui, forte, y compris dans le monde médical, sans jugement de valeur. Là, je vous pose une question objective. La rupture, elle est où ? Le clivage, où est-il ?
En fait, il y a deux choses. Il y a le monde médical, le médecin, il est face à son patient, il fait le mieux possible. Les médecins ont eu des opinions divergentes et on leur a donné plus ou moins de liberté de le faire. C'est une relation médecin-patient. Ensuite, il y a la science et ce qu'on peut en tirer. À partir de là, bien entendu, ça va de l'édition scientifique aux messages scientifiques tels qu'ils sont détournés parfois, effectivement. Professeur, un dernier mot. On sent qu'il y a là quelque chose d'une force spectaculaire. Didier Raoult était à votre place. On a reçu ici un nombre d'insultes, mais aussi de messages d'approbation. Je n'avais jamais reçu ça en plus de 20 ans de journalisme. Qu'est-ce qui se passe là exactement? Non, mais vous savez, c'est une question qu'on me pose souvent en me disant est-ce que ça va? Est-ce que écoutez, non, mais tout va bien. Quand même, ça va bien. C'est quand même dans un pays civilisé, c'est un peu inquiétant. Encore une fois, vous avez le prisme peut-être médiatique que je n'ai pas. Nous, ce que nous vivons au quotidien, à part de la tension, puisque nous avons des moments difficiles avec les malades, avec les familles, parfois. Nous avons des moments difficiles parce qu'il faut expliquer les choses. Et là, effectivement, il peut y avoir des contradictions. Mais pour l'instant, pour moi, pour Didier, pour toute notre équipe, parce que nous sommes, bien sûr, nous sommes nombreux, pour mes infirmières, mes internes, c'est plutôt que du bonheur. C'est-à-dire qu'on a un retour des patients vers nous, bien entendu, de la région, du pays. Et n'oublions pas les pays du Sud, qui est plutôt très satisfaisant. Voilà. Il suffit, de ne pas trop regarder les chaînes de télé d'info continue parce que c'est un petit peu anxiogène. Ce soir, vous rentrez à votre hôtel, mettez LCI, vous allez voir, c'est très très bien. Je vous remercie beaucoup. Merci professeur d'avoir été avec nous en direct. Et nous allons recevoir maintenant une des voix les plus réputées de l'infectiologie, la professeure Karine Lacombe, est chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Madame, merci de nous rejoindre. Merci professeur. Voilà. Voilà. Je ne trahirai pas de secret, mais vous n'êtes pas tout à fait sur le même point de vue et vous êtes souri en partant, donc tout va bien. On est en effet... Professeur Lacombe, bonsoir. Nous sommes collègues, évidemment. Donc, voilà. Professeur, revenons à la vision générale de l'épidémie. Toutes les questions que tout le monde se pose depuis hier soir. On parle de sauver des vies, sauver la vie de gens. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les mesures qui ont été prises vont pouvoir économiser un certain nombre de vies? Est-ce que vraiment on en est là aujourd'hui? Évidemment, vu la dynamique de l'épidémie, la reprise de l'épidémie ces dernières semaines, il était extrêmement important de mettre en place des mesures qui étaient fortes. Dans l'absolu, toutes choses égales par ailleurs, il aurait fallu reconfiner pour retomber dans la situation où on est arrivé fin mai, qui nous a permis de passer un été relativement serein, on va dire. Mais évidemment, un reconfinement généralisé n'est absolument pas entendable, que ce soit sur le plan économique ou sur le plan sociétal. Et donc, il faut faire la balance, en fait, entre les mesures qui sont acceptables d'un point de vue sociétal, économique, et puis ce que nécessite la crise sanitaire et donc les mesures de santé publique fortes. Est-ce qu'il y a une forme de tâtonnement? On l'a compris, la seule chose qui marche assurément, c'est le confinement. En dehors de ça, on voit qu'on tâtonne, on a l'impression qu'on tâtonne. Est-ce qu'elle est vraie, cette impression? Alors, je ne sais pas vraiment si c'est du tâtonnement. Je pense qu'il est très difficile, pour quelque gouvernement que ce soit, de faire la balance entre les mesures médicales, proprement médicales, sanitaires, les mesures économiques, les mesures sociétales. Et à mon avis, c'est plus une discussion entre les tenants de chacune de ces mesures et qui fait que ça prend du temps, parce que c'est compliqué de prendre les bonnes décisions quand on a une crise sanitaire aussi importante que celle qu'on vit. Est-ce qu'on a été un peu piégé par la fameuse problématique exponentielle? Même les plus grands spécialistes le disent. C'est comme le tsunami. Tant que la vague n'est pas là, on n'y croit pas vraiment. Ça va tellement vite qu'on se laisse piéger. Est-ce que c'est le cas? Eh bien, oui, on voit bien effectivement que ce soit en termes d'hospitalisation traditionnelle ou de réanimation, on est dans cette fameuse courbe exponentielle. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette courbe exponentielle, elle peut être infléchie par plein de paramètres, par l'application des mesures barrières, par l'évolution du virus, par l'arrivée de nouveaux traitements. Et c'est ce pouvoir prédictif qu'on n'a pas. Personne ne peut prédire. On fait des modèles, mais personne ne peut prédire ce que va vraiment être la réalité. Donc, tant qu'on n'est pas en face et qu'on ne voit pas la dynamique, eh bien, il est très compliqué d'adapter les mesures qui sont nécessaires. Si on est très pessimiste, est-ce que l'hypothèse existe que seul le confinement, en l'occurrence le reconfinement, serait la façon vraiment de casser cette courbe? Je ne sais pas. C'est une question extrêmement difficile. Je ne sais pas.
Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Les projections sont assez alarmistes sur les hospitalisations conventionnelles et en réanimation pour la fin du mois d'octobre pour Paris. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vous disent, mais on voit bien quand on compare les chiffres, on n'est pas du tout aux chiffres de mars-avril. Mais attention, en mars-avril, tous les lits d'hospitalisation étaient des lits qui étaient consacrés au Covid. Maintenant, c'est impossible. Les hôpitaux sont pleins. Donc ça veut dire que ce sont des lits en plus des lits occupés par d'autres pathologies. Et on ne veut pas qu'il y ait de perte de chance pour quelqu'un qui n'a pas le Covid à cause du Covid. Et donc on voit bien qu'on est obligé de juxtaposer ces deux composantes, les Covid, les pas Covid, et ça c'est très compliqué. Soyons très concrets. Revoyons les images des supporters marseillais qu'on voyait tout à l'heure. Quand on voit ce type d'images, quand on voit les images des bars, des discothèques qui ont beaucoup circulé tout au long de l'été, il ne s'agit pas de dire, il fallait se... Bon, c'est pas un jugement moral, mais de fait, est-ce que c'est des moments où, sans qu'on le voie de manière un peu souterraine, le virus, de façon accélérée, s'est diffusé ? Ah ben oui, bien sûr, on sait bien en fait les grands moyens de transmission, les grandes circonstances de transmission qui favorisent les clusters, c'est l'entreprise, c'est le milieu familial et c'est le milieu festif, le milieu dans ces trois environnements-là où on ne va pas appliquer les mesures barrières. Évidemment, tout ce qui est plutôt fête, restaurant, bar, c'est plutôt une population qui est jeune. Mais cette population qui est jeune ne vit pas dans une bulle. Cette population qui est jeune vit complètement imbriquée dans la société. Et évidemment, ces personnes jeunes vont contaminer leurs parents et ensuite contaminer quelques semaines plus tard les grands-parents. Et donc on voit bien d'ailleurs l'augmentation des cas positifs par tranche d'âge. À l'instant, Camilla à Marseille disait qu'on en est à un point de rupture où certaines mesures ne seront pas appliquées, où des amendes ne seront pas administrées. Est-ce que c'est vrai que les bars, les bars de discothèques, etc., sont des lieux de prolifération particulière du virus ? Bien, tous les lieux qui favorisent la promiscuité où les gestes barrières ne peuvent pas être appliqués, donc en particulier le port du masque par toutes les personnes présentes, sont des lieux qui permettent une circulation plus active du virus. Donc ça peut être effectivement le bar, ça peut être le mariage, ça peut être la grande fête de famille, l'anniversaire, etc. Et il y a une étude très récente qui nous provient des États-Unis qui montre justement cette part non négligeable de transmission dans les bars et les restaurants qui n'appliquent pas les mesures barrières. On revient toujours à la même chose. Il y a une façon de continuer à faire la fête, à aller au bar, à aller dans les restaurants avec l'application de mesures barrières qui pourraient permettre de freiner l'épidémie. Notez notamment les noms dans les restaurants, avoir vraiment l'enchaînement, etc. En réalité, très peu de gens l'ont fait réellement. Ça, il faudrait le faire. Qu'il y ait moins. Bien sûr, ça a été fait dans d'autres pays comme l'Allemagne, par exemple. Probablement également, la fermeture plus tôt des bars et des restaurants fait que l'on n'arrive pas à ce point où on n'applique plus les mesures barrières parce que c'est la fête, on a un peu bu, etc. Le fait aussi de diminuer le nombre de tables disponibles, le fait de ne pas laisser les gens debout boire à l'intérieur des bars, etc. Toutes ces mesures-là, je pense, sont des mesures qui permettraient de trouver l'équilibre entre laisser des bars et restaurants ouverts et puis freiner l'épidémie. À tout ce que vous dites, beaucoup de résistance. C'est un des faits qui ont frappé aujourd'hui, c'est ce post Instagram de Nicolas Bedos, réalisateur, comédien, mais c'est pas seulement lui, il est le porte-parole d'une partie de l'opinion et notamment des jeunes générations qui n'ont plus envie d'appliquer les gestes. On peut lire son post tout à l'heure. Soyons francs, arrêtez tout. Les masques, les confinements, excepté face à vos parents très fragiles quand ils le souhaitent, ce qui n'était pas le cas de mon père meurtri à mort d'être privé de notre amour. Vivez à fond, tombez malade, allez au restaurant, engueulez les flicaillons, contredisez vos patrons, les lâches directives gouvernementales, nous devons désormais vivre, etc., etc. On arrête d'arrêter, on vit, on aime, etc. On a la fièvre, on avance, ce n'est pas la couleur de nos cœurs. Et puis ça continue, on ne peut pas tout lire, mais enfin, en ce monde de pisse-froid, des tweets mélodramatiques de donneurs de leçons. Ayons de la fièvre, toussons, récupérons, la vie est une parenthèse trop courte pour se goûter à reculons. Il me semble qu'il a envoyé ensuite un tweet rectificatif, mais bon, où il s'excusait plus ou moins du contenu du message. Mais je comprends, moi, je comprends. Moi, j'ai 20 ans, j'aurais probablement envie de faire la fête et pas forcément de penser aux plus fragiles d'entre nous dans la société, parce que c'est loin tout cet âge 60, 70, 80 ans.
Alors, on est dans une société qui est inclusive. On vit les uns avec les autres. On vit les uns avec les autres et on est une société où on prône des valeurs qui sont des valeurs d'humanisme, des valeurs d'altruisme et on est tous interdépendants. Je voulais juste reprendre un exemple qui me semble très important. Quand on est jeune, on va faire le Covid, on ne va pas être très malade. On va être un peu malade, on va rester chez soi, etc. Le problème, c'est que si on contamine les personnes âgées qui vont arriver à l'hôpital. L'hôpital a une capacité, on ne peut pas pousser les murs de l'hôpital, on peut entasser les gens. On l'a fait en mars-avril, mais à un moment, on ne peut pas tant les entasser que ça. Eh bien, si une grande partie des lits est pris avec du Covid, mais qu'on continue d'avoir de la pathologie non-Covid qui arrive à l'hôpital, on ne pourra pas prendre tout le monde. Je ne parle pas des personnes Covid qu'on ne pourra pas prendre, je parle des autres. Et on commence déjà à déprogrammer, par exemple, des actes chirurgicaux non urgents. Il y a des gens qui attendent depuis 6 mois d'avoir des opérations chirurgicales. Eh bien, on est en train de nouveau de les déprogrammer. Donc ça peut aussi s'adresser à nous qui sommes jeunes. On a une appendicite, on n'a pas de lit à l'hôpital pour être soigné de son appendicite. C'est ça aussi qui... C'est ces choses-là très importantes auxquelles il faut penser. C'est que tout le système, en fait, agit en cascade. Quel est votre message à ceux, on citait Nicolas Bedos, mais il y a des centaines de milliers d'anonymes, dizaines de milliers peut-être, qui vont aux soirées en disant « Allez, moi je t'embrasse quand même, on s'embrasse, on se donne la main, j'y crois pas trop ». Parfois c'est au début de la soirée, parfois c'est au soir. On peut le prendre légèrement ou il y a une part de responsabilité dangereuse, d'inconscience? Coq gaulois, vous me disiez, c'est le coq gaulois. Oui, mais en même temps, je comprends, j'ai de l'empathie. On doit tous avoir de l'empathie les uns avec les autres. C'est une période qui est très difficile. On a vécu 6-9 mois très difficiles. On a encore plusieurs mois devant nous qui vont être durs. Probablement 1 an et demi, 2 ans. Alors, 1 an et demi, 2 ans dans une vie entière, c'est pas beaucoup. Vous allez me dire, quand on a 20 ans, c'est énorme. Mais il faut savoir aussi se projeter. Il faut qu'on soit solidaires les uns des autres. Il faut qu'on s'entraide. La France, c'est ça. C'est quand même un pays d'entraide, un pays d'humanisme, un pays d'altruisme. Je pense qu'avec de la pédagogie, avec de l'empathie les uns avec les autres, on va y arriver, on va trouver une solution commune ensemble. Écoutons tous les secteurs de l'opinion. On a vu Marseille contre une partie de la France. On a parlé des générations. Il y a encore ce grand clivage entre partie de l'opinion qui dit on exagère. Tout ça, dictature sanitaire, on est devenu fou. Il y a toujours eu des épidémies. Il y a eu d'autres épidémies après-guerre même, où beaucoup de gens sont morts de grippe. Ça fait partie de la vie. Il y a des gens qui pensent ça. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Je pense que la société a changé. Ce que l'on a pu accepter, par exemple, de la grippe espagnole ou même de la grippe de Hong Kong en 1969-1970, c'est plus quelque chose qui est acceptable actuellement avec le niveau de développement qu'on a et le droit à la santé auquel on peut aspirer. Et donc, je pense qu'on ne peut pas recalquer la façon de penser de l'époque à ce à quoi on aspire maintenant. Est-ce qu'on atteint quand même un point limite en termes de liberté publique quand, à Marseille, on n'applique pas, apparemment, ou on ne va pas appliquer certaines mesures? On en reparlera en fin d'émission, cette espèce de craquage, un sentiment de craquage dans une partie de l'opinion. Est-ce qu'on n'est pas arrivé à une limite? C'est vrai qu'il faudrait remettre un peu de la raison dans tout ça. On voit bien qu'on est dans un débat permanent entre les libertés publiques, jusqu'où on va dans la limitation des libertés publiques pour répondre à des enjeux de crise sanitaire. Je crois que c'est très compliqué. Ce serait tellement important de remettre de mettre du recul et de réfléchir à tout ça ensemble et de travailler pour cette société inclusive dont on a vraiment besoin. Professeur, dernier mot sur les divisions entre médecins. Sans trahir de secret, je peux dire ici que c'était compliqué d'avoir un certain nombre de médecins aujourd'hui parce qu'entre eux, certains ne veulent surtout pas se croiser, se voir. On est à un degré de colère dans la société française où même entre même personnes de la même profession qui ont prêté le même serment, c'est la guerre. Je ne pense pas que ce soit la guerre. Je pense que chaque médecin a une personnalité qui lui est propre. Certaines personnalités sont beaucoup plus dominantes que d'autres. Et on a bien vu qu'on a eu... Tout à l'heure, c'est ce titre de Didier Raoult. La fin d'un modèle, selon lui, selon Didier Raoult, c'est plus que des sensibilités un peu différentes. C'est une sorte de
Peut-être. Fracture. Je ne sais pas. Je n'ai pas entendu ce qu'il avait dit, donc je ne peux pas vraiment commenter. Hein. Mais je pense que quand même, on est majoritairement très soudés et on essaye de faire avancer de façon consensuelle la recherche. Il y a beaucoup de programmes de recherche où on est de nombreux médecins à travailler ensemble et on porte un message qui, je pense, globalement est très cohérent. Professeur, merci beaucoup. Et on va entendre dans un instant le représentant de beaucoup de médecins. Il en a 12 000 sous ses ordres. C'est Martin Hirsch, le directeur des hôpitaux de Paris. Merci, professeur Lacombe, d'avoir été avec nous en direct. Et Martin Hirsch, donc, qui nous rejoint sur ce plateau. Un des hommes, sans doute, merci, le mieux placé pour évaluer la montée actuelle du virus, puisqu'il a affronté la montée précédente. Martin Hirsch, bonsoir. Bonsoir. Vous gardez le masque d'abord, n'est-ce pas ? Oui, vous voyez, on a le choix entre masque et cravate, et par les temps qui courent, c'est plutôt le masque qui est utile, la cravate, on peut s'en passer. Il y a les deux écoles, visiblement, aujourd'hui. Certains qui disent, même comme ça, la situation, on est à plus de 2 mètres, il faut le garder ou non. Comment est-ce que vous faites la pesée, vous ? Écoutez, moi, je ne l'ai pas fait toute seule, et je vous reprends juste tout à l'heure, les 12 000 médecins ne sont pas sous mes ordres. Ah, pardon. Alors, quelle formule vous voulez ? Non, dans un grand hôpital, on ne commande pas aux médecins, on travaille ensemble, on travaille en équipe. On dit ça des journalistes aussi, personne ne commande, c'est compliqué. Qui auraient sursauté. Et je dis ça parce que justement, pour en revenir au sujet du masque, il y a eu cette discussion ce matin, d'ailleurs à l'initiative de Karine Lacombe, en disant ça serait pas mal maintenant à la fois qu'on donne l'exemple, et puis après tout, quand on regarde les définitions, on est dans un milieu confiné. Alors vous n'en avez pas, j'en ai, mais ça protège déjà énormément. Donc je pense que je ne vous contaminerai pas et que vous ne me contaminerez pas. Merci de votre altruisme. En l'occurrence, si j'ai bien compris les recommandations étiquettes, c'est surtout vous là qui me protégez, c'est ça ? Surtout, oui, parce qu'on est comme ça. Mais je me sens aussi protégé, tout va bien. Martin Hirsch, vous représentez une expérience, la direction des hôpitaux de Paris, c'est un des plus grands groupes hospitaliers d'Europe, du monde même. D'Europe, c'est le plus grand. Dans le monde, il y en a quelques-uns comme ça, dans ceux de Shanghai. Expérience inouïe parce que vous avez vécu cette chose que personne ne pouvait soupçonner il y a encore quelques années. En réalité, tout ce qu'on vit là, on voit ça dans cette émission, les semaines précédentes, les mois précédents, presque personne ne le prévoyait. Ça, c'est effectivement une des caractéristiques de cette période qu'on a connue au printemps. La première différence avec celle qu'on connaît maintenant, autant avant le printemps, effectivement, personne n'avait imaginé que cela prenne une telle ampleur, une ampleur mondiale, que ça conduise à ce confinement, que ça conduise à ce virus qui se répandait comme cela, ce virus nouveau, sournois, dont on apprenait des choses tous les jours, quelquefois on les désapprenait le jour d'avant. Donc même s'il y avait des scénarios dans des films, on a tous revu Contagion, mais c'était des scénarios de fiction, et c'est la première fois depuis très longtemps que c'est la réalité. Et ce qui m'a frappé, je me suis occupé de sécurité sanitaire dans plusieurs époques de ma vie. Il y a toujours quelqu'un dans une crise pour dire « ça me rappelle la précédente ». Et alors ? Et celle-là, les gens disaient « ça ne me rappelle rien du tout ». Ça montre un peu l'ampleur de ce qu'on a vécu tous. Vous prononcez le mot de film. Si on se repasse le film des derniers mois, on a tous des flashs qui, dans nos vies, sont tout à fait inédits. Les applaudissements des soignants au balcon, ces images de pauvres gens qui meurent seuls, qui ne peuvent pas voir leur famille au nord de l'Italie, qui parlent avec un FaceTime, des choses épouvantables. Est-ce que quelque chose de ce qu'on est en train de vivre est la répétition de ce film-là ? C'est possible. Dans ce qu'on est en train de vivre, on vit les choses avec exactement le même virus, avec quelques armes supplémentaires, mais finalement relativement peu d'armes supplémentaires. Les premières armes supplémentaires que l'on a, c'est qu'on n'a pas cette course à l'équipement. Vous vous rappelez, la course au respirateur, la course au masque. Je n'ai volé personne en prenant ce masque. Il y a des masques pour tout le monde. Donc, est-ce qu'on peut dire, pardon, c'est un point très important, qu'en termes de respirateurs, de masques, de produits, de dispositifs, on est vraiment paré ? Oui, je pense qu'on peut le dire. Alors, il faut toujours être prudent. Je vais vous dire sur quoi je m'appuie pour le dire. En tout cas, je pense que les autres hôpitaux que les nôtres sont à peu près dans la même situation. C'est qu'on a 3 à 4 mois de stock. Si nos hôpitaux avaient à fonctionner à plein, on a 3 ou 4 mois devant nous. Et par ailleurs, le circuit du fournisseur. Donc les choses, c'est plus notre préoccupation. Celle-là, on l'a mise de côté, on surveille. Mais
la problématique la plus importante était déjà présente pendant la premier épisode, si je puis dire, c'est les ressources humaines. Les ressources humaines sont moins inépuisables, et d'autant plus qu'elles sont toutes à l'épuiser au plus profond d'elles-mêmes. Et les infirmiers et les infirmières ne se sont pas multipliés pendant l'été. On avait des tensions très fortes. Il y a eu une mobilisation qui est spectaculaire. Les applaudissements n'étaient pas des applaudissements pour rien. Vraiment, moi, je le mesure très simplement. Le nombre de jours de congés qui n'ont pas été pris. On est début septembre. Beaucoup d'entre elles ont pris beaucoup moins de congés que d'habitude et se retrouvent aujourd'hui à nouveau au front. Il y avait ces images inouïes d'infirmières qui dormaient devant leur écran d'ordinateur parce qu'elles n'en pouvaient plus. Il y a eu ce moment où vraiment l'hôpital a complètement changé en réalité. Les hôpitaux d'Europe, dont le vôtre, se sont métamorphosés en quelques jours, quelques semaines. Oui, très rapidement. Parce que si on nous avait prédit quelque temps auparavant qu'il y avait cette montagne à gravir, on se serait dit qu'elle était impossible à gravir. Et cette métamorphose, c'est pas une métamorphose des structures, c'est vraiment la manière dont on va puiser cet instinct de survie. Mais là, c'est l'instinct de survie pour la survie des autres. Est-ce qu'il y a un peu d'amertume parmi ces soignants parce qu'effectivement, on les a applaudis, ils ont pris beaucoup sur leur congé, on est en septembre, on voit arriver peut-être une remontée grave, et puis on a l'impression qu'ils n'ont pas été assez remerciés. Je pense que le mot d'amertume, encore une fois... Ou de tristesse, prenez le mot que vous voulez. Pourquoi je réfutais le mot d'amertume ? Parce qu'ils auraient pu l'avoir déjà au début de la crise précédente. Et c'est ça ce qui m'a plus frappé, c'est que ça faisait, et nous notamment dans les hôpitaux parisiens, ils manifestaient depuis un certain temps, on se plaignait des salaires. Ils n'ont pas commencé par dire avant que je démarre, je me croise un peu les doigts, puis j'attends que vous vous excusiez, que vous résolviez. C'est d'autant plus méritoire pour eux, mais pour vous, pour les responsables, est-ce que là, c'est pas un problème qu'aujourd'hui, au fond, la structure n'est pas aussi forte qu'on aurait pu l'espérer ? Oui, c'est une difficulté. D'un autre côté, ce qui a été négocié et obtenu, j'étais tout à l'heure avec ce qu'on appelle la commission des soins infirmiers et de l'assistance publique. On parlait de la mise en place des mesures décidées, vous vous rappelez, en juillet, le Ségur. La première augmentation arrive ce mois-ci. Tant mieux, ça aurait été terrible d'attendre des mois supplémentaires et de rentrer dans cette épreuve sans ces premières preuves de changement. Les autres vont suivre dans les mois qui viennent. Et on ne peut pas tromper les gens. Est-ce que ça n'est pas le révélateur d'un problème beaucoup plus profond dans l'hôpital ? On faisait l'annonce sur LCI de votre venue. J'ai reçu beaucoup de messages de médecins qui disent « Oui, mais on dort sur des brancards aux urgences de Bicêtre ou ailleurs dans la nuit, en 2020, dans un des pays les plus riches du monde. » Ça a quelque chose de choquant, non ? Ça a quelque chose qui est terriblement choquant. Alors, j'espère que vous me réinviterez peut-être dans quelques temps et qu'on aura définitivement surmonté ce problème auquel on s'attaquait avant le Covid avec ce qu'on appelait les contrats zéro brancard, service après service. Mais c'est juste la preuve d'une réalité aujourd'hui et du message qu'on souhaite faire passer. On ne provoque pas cela pour faire passer le message, mais le message, c'est aujourd'hui, il y a le Covid qui augmente pour l'instant de manière inexorable. Et en parallèle, il y a l'ensemble des urgences un peu plus fortes que ce qu'on connaît d'habitude en septembre, y compris dans les services de pédiatrie. Voilà. Et cette coexistence des deux, elle est extraordinairement dure à organiser. Est-ce qu'il y a un mea culpa ? Vous n'êtes pas neuf dans vos fonctions, ça fait combien d'années que vous êtes là ? Ça va faire bientôt 7 ans. Ouais. Est-ce qu'il y a un mea culpa ? Oui. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des choses dont j'ai la responsabilité et dont ça serait ma faute pour en revenir Est-ce que le changement aurait pu avoir lieu plus vite ? Comment ? Ouais. Est-ce que le changement aurait pu avoir lieu plus vite ? Oui, mais bien évidemment. Et moi, je dis souvent qu'il y a des choses qu'on aurait peut-être faire différemment, dans un équilibre dans lequel, quand même, je redis aussi qu'on a... pardon, c'est pas pour m'exonérer, je suis le directeur général depuis 7 ans, il y a des choses que j'ai réussies, des choses que j'ai ratées, des choses sur lesquelles on revient. On aura l'occasion d'ailleurs de
renégocier beaucoup de choses dans les semaines qui viennent avec les organisations syndicales, y compris des choses décidées il y a 3-4 ans, parce que le pire, c'est persévérer diabolicum sur certains sujets. Mais il y a aussi une responsabilité collective. Ce qui s'est passé au printemps, il n'y a pas que les directeurs ou que les ministres. Il y a un collectif qui a finalement décidé de fonctionner entre les uns et les autres autrement. Et ça, c'est presque... Vous savez, dans cette crise, il sort beaucoup de drames, mais il y a des capitaux précieux qui en sortent. Cette manière de se reconnaître et de travailler ensemble est très précieuse. Si on reste à cette idée, le Covid révélateur de problèmes plus généraux, ce n'est pas seulement le Covid, le sort réservé aux personnes âgées. Il y a eu sur les EHPAD des reportages extrêmement frappants sur les non-dits de la médecine, où on se rend compte qu'aujourd'hui, au-delà des choix, s'il fallait ou non laisser soigner une personne, beaucoup de personnes âgées, à partir d'un certain stade, la médecine s'est habituée à dire voilà, on le soigne un peu moins qu'un plus jeune. Est-ce que ça, c'est un danger pour vous? Alors, on va reprendre les acquis de Covid. Si on prend les personnes âgées, je ne pense pas que le terme soit qu'une personne âgée, on va la soigner un peu moins qu'un jeune. Et quand vous regardez ces dernières années, c'est exactement l'inverse qui s'est passé. C'est-à-dire que vous prenez les services de cancérologie. Il y a 20 ans, moi, quand j'étais étudiant en médecine, on ne faisait pas de greffe de moelle à une personne de plus de 60 ans. Maintenant, on greffe à des personnes de 80 ans. Les médicaments contre le cancer ne sont pas réservés aux jeunes. Il y a la plupart de celles et ceux auxquels on administre des médicaments contre le cancer sont plutôt des personnes âgées. Donc ce mouvement, c'est une fausse idée de dire cela. En revanche, qu'effectivement, dans le serment d'Hippocrate, qui a été rappelé tout à l'heure par Karine Lacombe, on se dise qu'on ne veut pas infliger des soins qui ferait pire que plutôt un accompagnement, c'est quelque chose qui se voit aujourd'hui, qui se faisait avant le Covid, discuté bien évidemment, mais qui est quelque chose dont il ne faut pas avoir honte. L'autre enseignement majeur du Covid, il y a 9 mois, vous m'auriez accueilli de la même manière en disant le plus grand hôpital européen, prouvez-le-moi. Je vous aurais dit, on est le plus grand parce qu'on fait des greffes multi-organes extrêmement sophistiquées. Aujourd'hui, être un très grand hôpital ou être un très grand système de santé, c'est aussi savoir s'équiper, savoir faire de l'hygiène, savoir convaincre la population. Et aujourd'hui, où on est là tranquille ce soir, mais où le pays est complètement agité de bataille, de est-ce que c'est pour nous punir qu'on fait cela ? Je pense qu'on a collectivement une responsabilité. On n'est pas en train de batailler, on est en train de batailler contre une seule chose qui est le virus. Précisément, cette agitation extrême, quand vous avez le post Instagram de Nicolas Bedos représentatif de beaucoup d'autres, est-ce que vous les regardez d'un œil indulgent ou vous vous dites attention, ce que vous faites est grave ? J'ai pas vu celui de Nicolas Bedos. On peut le rappeler simplement, il dit voilà, vivez, toussons, récupérons, la vie est une parenthèse trop courte pour se goûter à reculons. Il précise aussi, attention, il faut évidemment faire attention aux personnes âgées, etc., précisons-le bien, mais enfin, il dit rébellion, vivez à fond, tombez malade, allez au restaurant, engueulez, je cite, les flicaillons, etc. Oui, moi je ne peux pas entendre cela, quoi. Je trouve ça intéressant d'en débattre, on peut en débattre. Les opinions sont libres, mais les opinions ne sont pas toujours responsables. Vous le rappeliez au début. Elles sont, irresponsables selon vous ? Moi, je trouve que ce n'est pas responsable parce que les gens d'influence qui sont dont je suis sûr qu'au fond de lui-même, il se préoccupe de sa propre santé et de la santé de ses proches. Je pense qu'il est victime du mirage, comme beaucoup d'autres. Victime du mirage, puisqu'il est invisible, faisons semblant de ne pas le voir. Le virus est invisible, faisons des efforts pour le voir. C'est exactement l'effort qu'il faut faire. Et moi, j'en appelle, je n'avais pas vu cela. Je trouve que ceux qui ont de l'influence et ceux qui se sentent les mieux protégés, parce qu'il faut être sacrément protégé pour pouvoir dire cela, il faut se sentir un peu invincible, un peu immortel. Ils ont au contraire, avec la plus grande humilité, mais le plus grand sens de la persuasion, à essayer de faire en sorte que tout le monde comprenne qu'il y a des renoncements qui peuvent être des renoncements. Alors effectivement, ne pas aller au bar à 22h30, c'est quelque chose qui permet
de vivre mieux et de faire vivre d'autres personnes. Professeur, revenons vraiment. Je suis pas Ah oui, mais monsieur le directeur, revenons vraiment à ce qui est en train de se passer de manière accélérée. D'abord, le risque de devoir déprogrammer un certain nombre d'opérations. On en est là dans les prochains jours. Ça peut exister dans certains secteurs. Est-ce que ça, c'est un signal en soi décisif ? C'est un signal, effectivement, on a atteint un premier palier. Moi, je vous aurais dit il y a 2 mois que notre objectif était de pouvoir passer tout l'automne sans avoir à dire cette chose désagréable à un patient. Écoutez, on prévoyait de vous opérer lundi. Très mauvaise surprise. Mais ça sera dans 15 jours. Ouais. C'est pas une surprise. Ouais. C'est pas une surprise. Si vous m'avez écouté au cours de ces dernières semaines, nous avons indiqué qu'effectivement, juin avait été tranquille, juillet un peu de frémissement, août confirmait que ça montait, et toute la deuxième quinzaine d'août et le début septembre, on voyait cela. Est-ce qu'il ne faut pas reconnaître que ça n'est pas une mince affaire ? J'ai vu beaucoup de cancérologues, par exemple, qui disent c'est pas vrai que reporter, c'est pas grave. Par exemple, sur les cancers des gens jeunes, quelques mois où on diffère, après il y a l'été, là, on a raté peut-être des cancers. Il y a des gens qui sont morts, peut-être, pas peut-être, hélas, à cause du confinement. Oui, pas à cause du confinement. À cause de la conséquence indirecte. Non, pas à cause du À cause du report. À cause du virus. Ouais. Bien sûr. Non, mais enfin, c'est très différent. C'est pour dire que le poids de la décision... Je pense peut-être que le confinement a fait que des gens ont eu des problèmes psychologiques. Le confinement n'a pas retardé le cancer. Le confinement a avancé. Non, c'est très important. Attendez, on se remet au mois de mars. On ne confine pas. Vous croyez que pendant l'été, on aurait repris l'activité cancérologique ? Voilà, ça, là-dessus... Pas d'accord du tout. Hein, vous êtes d'accord ? Je vous pose la question, oui, tout à fait. Voilà. Donc, bien évidemment que si aujourd'hui, par exemple, si on diffère des opérations, ça a un coût qui peut être grave. Dans le débat, mesures restrictives, non mesures restrictives, pourquoi est-ce qu'on est résolument du côté des mesures restrictives ? C'est justement pas simplement parce qu'on a une obsession du Covid, c'est parce qu'on sait que pour traiter et les cancers, et les maladies cardiaques, et les maladies endocriniennes, et faire de la chirurgie, et pouvoir greffer, il faut avoir un peu de place, de moyens, de lits de réanimation qui soient disponibles pour l'ensemble des maladies, plutôt que d'avoir... Voilà, vous avez posé la question éthique individuelle face à une personne âgée. Là, on est dans la question éthique à la hauteur de la population. Il ne serait pas éthique d'avoir à choisir pendant plusieurs mois entre le cancer et le Covid. Martin Hirsch, quelques mots sur vous, personnel, parce que voilà, vous êtes un acteur de la vie publique. 12 000 médecins tout à l'heure, pas sous vos ordres, vous précisiez bien. Combien de salariés ? Une centaine de milliers. Une centaine de milliers. Carrière politique, parapolitique et politique, auprès de personnages assez variés. Sarkozy, Macron, de façon directe ou indirecte. Kouchner. Bien sûr. C'est l'origine ? Oui, parce que mon origine a été... des rencontres, une passion pour le monde humanitaire. Médecin aussi. Médecin aussi. Moi, j'ai commencé par des études de médecine. Bernard Kouchner, qui est resté un ami très proche et auquel on doit beaucoup de choses. On parle aujourd'hui du Covid. C'est lui qui a créé le Fonds mondial pour dire qu'il fallait des médicaments pour le sida dans les pays du Sud où il y avait les malades. Donc voilà, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué. Il y a quelque chose même dans votre manière de parler, ça me frappe. C'est la première fois que je vous vois. Oui, non, mais la manière de parler, les silences un petit peu, de temps en temps, un petit peu, oui, quelque chose. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui vous a appris ? Qu'est-ce qui vous a appris, Kouchner ? Il m'a appris à jamais baisser les bras. Il m'a appris à ne pas être timide devant les gros enjeux. Les bons et les mauvais côtés, une échine un peu souple. On peut travailler avec tout le monde. Vous êtes passé de la droite à la gauche de façon assez souple. Alors, j'essaye d'avoir de la souplesse. C'est pas la première caractéristique de mon corps. Je suis pas passé de la gauche. Je suis pas passé de la gauche à la droite. En l'occurrence, ou aux opportunités. Alors. Si vous vous rappelez, j'ai été membre d'un gouvernement dans lequel on me disait que j'étais la capture de gauche dans un gouvernement de droite. Quand je suis arrivé, on m'a dit « Est-ce que tu veux te convertir ?» J'ai dit non. Je ne me suis pas converti. Je pense que, je ne sais pas si j'ai de la souplesse ou pas, mais en tout cas, j'ai de la suite dans mes convictions. Je travaille depuis 30 ans les mêmes thèmes, la santé, les questions de pauvreté, les questions de vulnérabilité, en essayant de faire avancer les choses. Mon passage au gouvernement, c'était quoi ? C'est la création du revenu de solidarité active, assez utile par les temps qui courent, le service civique, qui a été continué par François Hollande, par Emmanuel Macron, et qui est plébiscité par les jeunes. C'est faire ces choses-là. Et en général, ce que je fais
n'est pas catalogué à droite, pas forcément plus à gauche, voilà, et hors catalogue. Donc je suis plutôt hors catalogue que dans une étiquette particulière. Un engagement marqué contre la pauvreté, Emmaüs et d'autres engagements, mais en restant économiquement libéral, est-ce qu'on peut dire ça ? Non, on ne peut pas dire économiquement libéral. Là, je suis pour la souplesse. Quand on dit économiquement libéral, ça veut dire qu'on est contre la redistribution, pour le laisser-faire. Non, je suis pour la souplesse. Je trouve qu'un organe, y compris public, marche mieux quand il est souple et que s'intéresser au social, ça ne veut pas dire monter des carcans. Je suis pour que la souveraineté européenne existe, c'est-à-dire qu'on soit moins dépendant, comme on l'a vu ces mois derniers, qu'on soit moins dépendant des autres continents et qu'on ne dise plutôt acheter européen qu'acheter américain, qu'acheter chinois ou même qu'acheter français. Parce que si on se dit acheter européen, voilà, donc c'est ça le type de conviction que je porte. Martin Hirsch, on est dans une journée où les choses s'accélèrent beaucoup. Dernier chiffre qui est tombé il y a quelques instants, des nouvelles contaminations, plus 16 000. Alors on sait évidemment, ça dépend du nombre de tests, tous ces chiffres sont relativisés, mais enfin quand même plus 16 000, cette hausse, ce phénomène-là, on est dans une vague, comment est-ce que vous appelez ça ? Quel est le bon mot ? Vous étiez sensible au mot tout à l'heure. On est dans une croissance exponentielle. Et alors quand je dis cela, ça veut dire que le chiffre que vous avez donné là nous permet d'écrire l'histoire dans 15 jours. Dans 15 jours, on sait ce qui nous attend. C'est-à-dire ? Il nous attend un doublement, en tout cas dans nos hôpitaux, au moins un doublement du nombre de patients en réanimation. L'histoire de dans 15 jours, elle est déjà écrite, elle est dans les contaminations que vous avez données. L'histoire de dans un mois, elle s'écrit dans les 15 jours qui viennent. Donc les 15 jours qui viennent sont 15 jours dans lesquels on peut éviter de refaire un doublement après faire un doublement maintenant. C'est ça ce qui est important. Personne ne cherche à embêter les gens, tout le monde cherche à les protéger. Et ce qu'on explique sur l'attention à porter, les restrictions à avoir à son comportement habituel, sont peu de choses par rapport à ce qu'on peut gagner. On va ouvrir la discussion dans un instant sur, vous avez prononcé le mot, d'agitation, certains peuvent même dire crise de nerfs. Je disais tout à l'heure, je n'avais jamais vu ça, des médecins qui vous appellent pour dire je ne viendrai pas sur ce plateau si tel autre médecin est là, entre professionnels qui ont prêté le même serment. Enfin, il y a quand même quelque chose d'extrêmement choquant. On en est là en France ? Vous avez vu une certaine acuité. On va balancer les choses. On a d'un côté une formidable solidarité entre les professionnels quand ils sont face aux malades. Et effectivement, quand la caméra est allumée, il se passe quelque chose. Je pense que certains d'entre eux pourraient travailler sur qu'est-ce qui se passe dans le cerveau à ce moment-là. Donc, qu'est-ce qui se passe alors dans leur cerveau ? On ne met pas de caméra dans les hôpitaux. Comme ça, tout le monde se concentre sur les malades. Alors, cette exacerbation entre les médecins, ou entre les scientifiques, que les querelles scientifiques ont traversé les siècles derniers, mais des magnifiques querelles scientifiques. Mais la querelle entre la science et le dogme, ou la querelle entre dogmes, c'est quelque chose qu'on peut mettre en parenthèse. Les querelles scientifiques, formidables. Il y a tellement d'inconnus sur le virus qu'on peut effectivement avoir des désaccords entre les uns et les autres. Mais en revanche, s'insulter et alors considérer qu'on est en train de jouer un match de foot entre Marseille et Paris, c'est totalement absurde. Didier Raoult, tellement de choses ramènent à lui, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est un phénomène. C'est le phénomène de quoi, d'après vous ? D'abord, la première chose qu'il ramène à lui, c'est lui-même. Il se ramène beaucoup à lui-même. C'est le phénomène d'un mécanisme qui se joue à merveille, qui consiste à essayer de faire en sorte que le plus de personnes s'identifient à vous en considérant que vous êtes seul contre le système. Moi, je trouve que la meilleure démarche, c'est d'une identification collective quand on n'est pas seul contre le système, mais quand on essaye de faire en sorte qu'il y ait un système qui soit tourné vers les bonnes choses plutôt que de montrer qu'on est seul contre le système. Martin Hirsch, merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct. Et nous allons effectivement ouvrir la discussion plus largement sur ce moment de crise, pas seulement sanitaire, pas seulement économique. La colère de Marseille, la polémique sur les jeunes qu'on forcerait à se contraindre pour les plus âgés. On va entendre Franz-Olivier Gisbert, directeur éditorial de La Provence, Guylaine Arabian, la figure de la cuisine. Son secteur est évidemment au cœur de la crise, mais aussi le regard du philosophe Fabrice Midal. Et d'abord, nous commençons par Marseille avec Franz-Olivier Gisbert qui est devenu Marseillais superlativement. Franz-Olivier Gisbert,
directeur éditorial de la Provence. On rappelle ce titre, La punition, titre qui en dit beaucoup. Est-ce que vous en rajoutez franchement, ou est-ce que vraiment il y a une colère à ce point-là à Marseille ? Il y a une colère extrêmement violente. D'ailleurs, le titre de mon édito pour demain, c'est l'affront. Ça, c'est le mot de Benoît Payan, le premier adjoint à la maire de Marseille. La punition, c'est un mot qui a été trouvé d'ailleurs par Renaud Muselier, le président du conseil régional. Bon. Ce qui est frappant, c'est l'unanimité totale de la classe politique, de l'extrême gauche à l'extrême droite. Ce qui est frappant, c'est le front commun entre Rubirola, la maire élue, Vassal, la candidate à la mairie qui a été battue, mais qui est aujourd'hui la présidente de l'importante métropole, et puis Didier Raoult. D'ailleurs, ils ont fait front commun, souvenez-vous, il y a quelques jours, ils se retrouvaient tous les trois ensemble. Mais c'est plus important encore aujourd'hui. L'union face aux mesures de Véran, elle touche absolument tout le monde. Ça va de Benoît Payan, en passant par évidemment Renaud Muselier, Marie Joissin, la maire d'Aix en Provence. Enfin, c'est tout le monde. Et pourquoi c'est tout le monde ? Parce qu'il n'y a pas eu de concertation, parce que les Marseillais et parce que les Aixois sont maltraités. C'est toujours la même histoire. Vous savez, il y a toujours la tentation à Paris de mettre Marseille sous tutelle, un peu comme si on avait... Et vous vous souvenez, il y a cette histoire très ancienne, c'était au XXe siècle, du temps du radicalisme. Et il y avait eu ces incendies énormes aux Nouvelles Galeries à la Canebière, et le maire avait été mis sous tutelle. Et quand il y a eu l'histoire d'ailleurs de la rue d'Aubagne avec les effondrements d'immeubles, on avait pensé que le pouvoir, à un moment donné, envisageait de mettre Marseille sous tutelle. Et là encore, il y a toujours l'idée, ils ne sont pas capables de décider, de trancher. Ce qui n'est pas acceptable, c'est pas tellement les mesures, moi je suis pas spécialiste, je connais pas. Mais ce qui est inacceptable, c'est le traitement qui est infligé à Marseille. Le fait que les décisions soient annoncées pratiquement sans aucune concertation. Oui, Benoît Payan, il a dit, oui, je l'ai eu parce que j'ai téléphoné. Sinon, évidemment, le ministre n'a même pas l'idée. France, pardon. Il y a plein de pays, France, il y a plein de pays en Europe qui ont pris des mesures différenciées selon les régions. L'Italie, elle n'a pas traité de la même manière, le Nord, la Lombardie et le Sud. Et puis, il n'y a pas cette division quasi hystérisée, sans juger des uns ou des autres, mais enfin hystérisée. Est-ce qu'il y a un vent de folie qui souffle sur la France, d'après vous ? Non, il n'y a pas de vent de folie. Je pense que cette affaire du Covid, elle a prouvé au printemps, je fais partie de ceux qui l'ont écrit, mais je ne suis pas le seul, qu'il y avait vraiment un besoin de décentralisation, de régionalisation. Je pense que c'est aux élus, aux patrons des collectivités territoriales de décider, parce qu'eux, ils sont responsables ensuite devant les électeurs, ils ont des comptes à payer, et que la verticalité, le jacobinisme, ça ne peut pas fonctionner dans ces cas-là. D'ailleurs, pourquoi, dans la première vague de la pandémie, l'Allemagne s'en est beaucoup mieux sortie ? Parce que l'Allemagne, vous voyez très bien, elle n'a pas une réponse unique. Et d'ailleurs, le comble du jacobinisme, on l'a trouvé avec l'histoire de la Guyane. C'est-à-dire que la France s'est déconfinée totalement au moment où le coronavirus arrivait en Guyane. Et c'est grotesque. On peut pas... Qui sont, France, qui sont les myopes d'après vous ? Qui sont les gens qui, autour d'Olivier Véran, à Paris, n'arrivent pas, selon vous, à voir cette diversité qu'il faudrait cultiver ? Je pense que c'est des problèmes de mentalité. C'est-à-dire qu'il y a toujours l'idée tout doit descendre d'en haut et après les préfets exécutent. Mais c'est une vision. Alors vous savez, on nous parle sans arrêt du nouveau monde, du monde de demain. Mais enfin, c'est l'ancien monde. C'est qu'on fonctionne toujours comme sous Napoléon. Et M. Véran a fait son petit truc, voilà. Il a prévenu personne. Enfin, il a vaguement consulté. Ou enfin, disons, il a plutôt... C'est pas ce qu'il dit. On l'entendait tout à l'heure. Lui, il dit... Attendez, je ne suis pas un spécialiste. Et je ne vais pas prendre parti d'un côté, pour un côté ou l'autre. Je considère que les méthodes sont scandaleuses. Et que là, il y a eu, comme d'habitude, c'est pas la première fois, on le voit tout le temps, beaucoup de mépris pour la Provence, pour Marseille, bien sûr, comme d'habitude, mais aussi pour Aix et pour toutes les villes de la métropole de Marseille. François-Olivier Gisbert, merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct. Vous êtes chez vous, au milieu d'un dîner, c'est pour ça. C'est jamais valorisant un Skype comme ça. Pardon, vous viendrez en plateau, vous serez beaucoup plus beau. Merci. Merci beaucoup, Franz. Merci. Bonsoir. Ce tour de table au sujet de cette France peut-être en état de crise. Alors, le regard du philosophe qui est presque aussi un peu psychologue. On dit les lunettes roses parfois. Vous, c'est les lunettes jaunes pour voir la réalité. Ça aide ? J'espère. Et c'est votre livre. Alors évidemment, on se dit que c'est vraiment de circonstance. Comment rester serein quand tout s'effondre ? Est-ce qu'il y a un petit sentiment, quand vous voyez tout ce qui s'est dit aujourd'hui, là, dans cette émission, mais en général, depuis ce matin, depuis hier soir déjà, quelques minutes après la décision nationale Marseille qui explose, est-ce qu'il y a une forme d'effondrement, en tout cas de crise ? Crise.
Le début de mon livre, c'est La Terre tremble. Hein? Et là, on pensait pouvoir souffler et la Terre tremble. Et tout l'enjeu de ce que je voudrais dire, oui, c'est la Terre tremble. Et que la sérénité, c'est pas ce qu'on croit, ne pas sentir que la Terre tremble et vivre dans sa bulle, c'est faire face au fait que la Terre tremble en essayant quand même de prendre un peu de hauteur pour pas être plombé. Parce qu'il y a un moment où, à force que la Terre tremble, on perd pied et on a l'impression qu'on ne va pas y arriver. Et la question, c'est comment on y arrive, comment les crises, on les traverse. Moi, on a l'impression quand on vit une crise que c'est la première fois et qu'on va y laisser notre peau. Et c'est bien de se souvenir que depuis que l'humanité existe, depuis les temps préhistoriques, chaque génération a traversé ses propres crises. Moi, mes grands-parents, ils ont vécu, ils ont failli être exterminés pendant la Shoah. Mon père, il a dû faire la guerre d'Algérie. Et donc, on voit qu'à chaque génération, il y a d'autres crises qui arrivent. Et ça permet d'essayer de prendre un peu de recul et comment trouver un peu d'espoir. Il y a cette vieille expression, on la ressort toujours, hein, ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort, c'est quoi, Nietzsche? Oui. Quand même, parfois, on est tué quand même. Hein, donc, vous l'avez vécu, vous le racontez dans votre livre, ça? Oui, déjà, ce que je pense important, c'est d'abandonner l'idée que la sérénité, c'est positiver quoi qu'il arrive. Parce que ça rend fou. Et donc, on se sent coupable. Et moi, j'ai un ami qui m'a appelé hier, qui est responsable dans une grande ville des enjeux sociaux. Et il me dit, je suis à une réunion, tout le monde me dit, on peut plus. Et puis d'un seul coup, j'ai pensé à ton livre. Et là, j'ai dit non. Il a piqué une colère. Il a dit, il faut qu'on y arrive. Et c'est ça que je voudrais essayer de montrer. Paradoxalement, il est en colère, mais c'est une forme de sérénité parce qu'il garde quelque chose qui l'habite et qui lui donne un sens. Et la question, c'est comment on ne reste pas plombé. Et pendant le confinement, et là, je pense beaucoup à une phrase de la philosophe Hannah Arendt qui disait « Dans une crise, le pire qu'on peut faire, c'est faire ce qu'on connaît déjà. Il faut inventer de nouveaux chemins. » Et ça, c'est pas du tout facile. Parce qu'on sent que la Terre tremble, on sent qu'on est en train de perdre pied. Et qu'est-ce qu'on peut faire là pour ne pas succomber et essayer de pouvoir rester ouvert sur le qui-vive? De quel œil est-ce que, c'est le mot que vous avez prononcé à l'instant, la colère? Est-ce que vous regardez la colère? On commençait cette édition par là, Madame Rubirola qui dit « Je suis en colère » et on voit le nombre de gens en colère depuis 24 heures. Je trouve ça très sain. Je trouve que c'est une bonne manière de commencer à être serein. Parce que vous entrez dans le mouvement et qu'après la colère, ça vous dit ce qu'il faut faire, comment agir. Il faut pas rester là. Ça serait vraiment... mais à un moment que vous ayez un moment de colère, que ça vous fasse vous engager, moi je ne parle pas d'une sérénité désengagée du monde. Une grande journaliste, Oriana Fallaci, disait « Sois toujours en colère ». Toujours, non. Parce que si on est toujours, ça ne marche pas. Mais il y a un moment... c'est sain. Je pense qu'on est prisonnier d'un paradigme qu'on nous a beaucoup inculqué ces 20 dernières années. Soyez positif, soyez heureux, soyez zen, qui est un modèle statique. Il faudrait réussir à entendre un modèle dynamique, une sérénité qui nous met en mouvement et qui accepte que parfois on a l'impression qu'on ne va pas y arriver. Et en reconnaissant qu'on n'y arrive pas, on trouve de nouveaux chemins. Oui, c'est ça que dit Hannah Arendt. La colère est un moment nécessaire parce que ça implique qu'on repense les choses à neuf. On a beaucoup fait la comparaison avec les années 30 depuis quelques années. Certains ont dit c'est plutôt 1918, enfin chacun a ses comparaisons, mais cette sorte d'hystérisation où, dans cette crise du Covid qui apparemment est sanitaire, où en gros tout le monde aurait à peu près d'accord, on voit à quel point droite contre gauche, Marseille contre Paris, génération contre génération, raoultien contre anti-raoultien. Est-ce qu'il y a quelque chose de ça, une forme de glissade vers l'excès? Moi, ce que je vois beaucoup, c'est qu'on a du mal avec le rapport au négatif. C'est-à-dire, il y a une sorte d'unilatéralité. On a l'impression que le conflit, c'est un échec. On a l'impression que l'échec, c'est une catastrophe. Or, la vie fait qu'il y a des moments négatifs, il y a des moments d'échec. C'est ça ce que j'essaie d'appeler le mouvement dynamique. Quand on était, nous, en terminale en France, on a des cours de philo. Et on apprenait un peu basiquement, il y a une thèse, il y a une antithèse et il y a une synthèse. C'était un peu scolaire, mais ça nous montrait qu'il y a une thèse et il est nécessaire de la questionner et d'entrer par le négatif. Et le négatif, c'est pas mal. Le négatif permet d'inventer de nouveaux possibles. Aujourd'hui, on a l'impression, on est dans un monde de plus en plus unilatéral. L'idée qu'il y a un conflit devient insupportable. Or, c'est sain.
Restez avec nous, on va entendre vraiment tous les points de vue. On a eu le journaliste, le philosophe, la chef, la cuisinière Guylaine Arabian, des plus grands noms de la cuisine. Dieu sait si votre secteur, madame, est au cœur de la crise depuis le début de cette année. Et maintenant, Guylaine Arabian, bonsoir, est-ce que vous m'entendez ? Oui, je vous entends très bien. Voilà. Est-ce que vous sentez cette espèce de crise d'exaspération depuis 24 heures, surtout? Est-ce que vous l'éprouvez? Non, de l'exaspération, non. Une colère qui ne s'est jamais éteinte depuis le mois de mars, oui, et qui vient bien raviver là. Là, vraiment bien raviver, parce que effectivement, on a eu droit à 3 jours de sursis. La dernière fois, on a eu droit à 4 heures de sursis. Donc, quand ils vont se décider peut-être encore à durcir, peut-être qu'on aura une semaine, je ne sais pas. Mais je ne sais pas, j'ai l'impression qu'on est pris un peu pour des danseuses là. On nous fait un peu valser à droite, à gauche, et c'est très frustrant, ça met en colère, il y a de l'incompréhension, Enfin, moi, je ne suis pas contente de toute façon. Est-ce que les mesures telles qu'elles ont été annoncées, ce sont ces mesures qui vous semblent insuffisantes, excessives? Quelle est votre impression à vous? Mais de toute façon, il y aura toujours des mesures qui seront insuffisantes, parce qu'on n'est pas tous pareils. Les gens ne réagissent pas tous de la même façon. Il y a toujours des gens qui seront dissidents, il y en a d'autres qui vont coller parfaitement aux directives. Il ne faut pas se leurrer, hein. Ou alors on nous enferme tous, mais s'ils n'enferment pas tout le monde, les gens auront chacun leur comportement, peut-être exagéré, peut-être diminué, mais on ne change pas la nature humaine de quelqu'un. Je suis désolée. Donc c'est sans fin, quoi. Ça va être sans fin. Sans fin pour moi. Est-ce qu'on se voile la face quand on va au restaurant, quand on écoute les recommandations et on va au restaurant pour de vrai ou dans le bistrot? On voit bien qu'en réalité, les mesures barrières très difficiles à tenir. Est-ce qu'on se voile la face? Mais non, moi je suis désolée. Moi je vois bien ici les clients que j'ai, ou alors j'ai des clients très très bien élevés, très disciplinés, ou alors moi de toute façon s'ils rentrent sans un masque, je les fais ressortir et ils mettent leur masque. Mais ils sont obligés de passer aux toilettes, ils sont obligés de se mettre de l'alcool. J'en ai rien à faire de leur imposer des choses. Mais voilà. Dernière question, Guylaine Arabian. Thierry Marx était là, il disait voilà, son idéal c'est simplement un œuf bien cuit. Moi je vous demande aussi partant un petit instant de bonne humeur, quand même le plus simple par ces temps de crise absolue. Qu'est-ce que vous faites, vous, dans votre cuisine? Qu'est-ce qu'on peut faire dans la cuisine, je vais vous dire. Le plus simple. Tout le monde me réclame des frites en plus. Voilà. On a pris ça, il n'y a pas de frites, mais est-ce qu'on peut avoir des frites? Ils mangent tous avec les mains et on n'a jamais fait autant de mayonnaise parce qu'ils veulent de la mayonnaise. Merci. Voilà. Vive la mayonnaise, vive les frites et vive Zlatan. On va terminer par ça parce que tout finit par Zlatan. C'est peut-être le plus grand philosophe qui ait existé depuis Platon au moins. C'est son tweet. Pour sourire, pour terminer. J'ai été testé négatif au Covid hier et positif aujourd'hui. Aucun symptôme ou quoi que ce soit. Le Covid a eu le courage de me défier. Mauvaise idée. On ne défie pas Zlatan et c'est de bonne philosophie. Et nous passons la parole. Merci à vous, monsieur le philosophe. Merci à vous de nous avoir suivis. Et nous passons la parole au Grand Soir avec Damien Givlet, dans quelques minutes. Merci et à demain et à bientôt. Votre programme